Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre table ronde qui va aborder le sujet de défendant notre avenir numérique, développer la résilience humaine dans un monde où l'IA amplifie les incertitudes. Comme on sait, le boom de l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative a redéfini notre rapport au numérique et à une vitesse vertigineuse complètement. Mais cette révolution s'accompagne aussi de multitudes de vulnérabilités. Jamais nous avons été aussi connectés, mais nous n'avons jamais été aussi exposés au risque. En 2024, le dernier rapport de l'ENISA, l'Agence européenne de la cybersécurité, nous rapporte qu'il y a eu un boom de plus de 1500% de cyberattaques pilotées par l'IA. Les deepfakes infiltrent les systèmes les plus performants. Dans le même temps, 75% des entreprises ont subi une brèche exploitant des faits algorithmiques, tandis que 60% des citoyens européens ont été ciblés par des campagnes de phishing ou de désinformation automatisées. Donc c'est pour vous dire que le rapport est extrêmement alarmant. La technologie outrepasse désormais notre réflexe humain. Seulement 35% des organisations sensibilisent leurs équipes face à ce risque, tandis que 80% de ces incidents sont liés à une erreur humaine. Alors aujourd'hui, face à cette tempête numérique que nous faisons face, une certitude émerge. La résilience ne sera ni purement technique, ni exceptionnellement réglementaire, elle sera peut-être humaine ou ne sera pas. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos experts. Je vous invite à accueillir Fedra Kluner, député directeur de Center of Cybersecurity Belgium, Emmanuel Kessler, chef d'équipe prévention et sensibilisation EC3 Cybercrime Center chez Europol, Amin Kamoun, consultant chez le CITC, et enfin Jean-Baptiste Roux, vice-président de la société SoSafe. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour aborder ces sujets-là aujourd'hui. Je vais commencer par Fedra, et je voudrais savoir aussi, dans un premier temps, comment, selon vous, les menaces ont-elles évolué? L'IA est souvent perçue d'ailleurs comme une véritable menace, mais elle peut être aussi une opportunité. Et je voudrais que vous nous disiez comment l'exploiter pour améliorer notre protection et que ça soit vraiment un levier de performance. Alors en effet, on a plutôt tendance à mettre en avant les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle, évidemment. Et comme vous le disiez très justement, les menaces qui sont liées à l'intelligence artificielle sont nombreuses. On parle effectivement de menaces, mais je pense que ce sera détaillé par un autre orateur. On parle beaucoup de menaces qui sont liées, par exemple, pour lancer des campagnes de phishing, pour faire des scans de vulnérabilité, ce genre de choses-là. Donc oui, effectivement, l'intelligence artificielle est utilisée par le côté obscur de la force, si je peux me permettre, donc par les cybercriminels. Mais je pense qu'il est aussi utile de mettre en évidence que non, on ne va pas tous mourir à cause de l'IA, mais qu'il y a aussi l'intelligence artificielle qui est utilisée par les gentils, c'est-à-dire nous, au cas où vous auriez un doute, et que par conséquent, donc, on l'utilise aussi pour se protéger. Et en quoi est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle, nous les gentils? Mais par exemple, pour détecter des menaces en temps réel. Donc on sait que l'intelligence artificielle traite énormément de données très très rapidement et que par conséquent, il est beaucoup plus facile de repérer dans les systèmes des comportements anormaux et de prendre en fait des actions avant que les systèmes ne soient infectés ou que la cyberattaque n'intervienne. On peut aussi se rendre compte en fait que grâce à l'IA, c'est fort utilisé dans les CISOC, donc on a énormément de logs avec des millions d'alertes et l'intelligence artificielle nous permet par exemple justement de faire le tri entre les vraies alertes et les fausses alertes, donc les faux positifs, et donc ça permet vraiment ce que des humains ne pourraient pas faire et ça permet vraiment aux agents des CISOC de se concentrer sur leurs tâches. Il y a aussi tout ce qui est réponse automatisée aux incidents. Donc l'IA permet aussi, par exemple, lorsqu'il y a une machine infectée, permet d'isoler la machine automatiquement. Donc il y a vraiment énormément d'éléments qui permettent effectivement d'utiliser l'IA. Elle permet aussi d'identifier, par exemple, justement, des comportements qui sont anormaux.
donc, et qui pourrait en fait faire penser au fait que des credentials ont été volés ou qui est effectivement quelqu'un qui fait des actions qui ne sont pas spécifiquement prévues. Ça peut aussi prévenir les attaques de phishing. Mais par contre, ce qui est très très important aussi, c'est que l'IA peut être utilisée en termes de formation des équipes techniques. Ça, on a tendance à l'oublier. Donc l'IA est effectivement utilisée pour contrer tout un tas d'attaques, et c'est fantastique, mais ça permet aussi, par exemple, de faire des simulations. Donc pour les équipes techniques, pour permettre d'améliorer leur capacité, leurs compétences. Et on sait effectivement qu'il y a un manque criant de compétences en matière de cybersécurité, un manque de ressources criant en matière de cybersécurité. Donc l'intelligence artificielle peut aider justement à augmenter les ressources en interne pour des simulations d'incidents, par exemple, pour effectivement tout ce qui est serious game et ce genre de choses-là, mais aussi... Ça, c'est pour les équipes techniques, mais aussi pour les utilisateurs finaux. Ça peut aussi aider, en fait, à faire des trainings, des formations pour les utilisateurs finaux qui peuvent donc voir leurs compétences en matière de sensibilisation par rapport à la menace cyber augmenter grâce à des systèmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc, oui, on ne va pas tous mourir à cause de l'IA, en fait. Bon, écoutez, vous nous rassurez. Merci, Phédra. Quant à vous, Emmanuel, on sait que chez Europol, vous êtes en première ligne face à l'évolution des cybermenaces. Est-ce que vous avez changé la manière dont vous avez vu, du moins, une évolution dans la manière des cybercriminels opèrent? Et quelle est votre capacité à les traquer? Alors très clairement, donc, quand le phénomène IA donc, a émergé, le but pour Europol était d'effectuer une prospective, une analyse des risques futurs tels qu'ils risquaient de nous arriver. Les cyberattaquants, les cybercriminels sont très innovants. Là-dessus, ils vont très vite. Donc l'objectif, ça a été déjà d'évaluer ces nouvelles formes de menaces. On a publié d'ailleurs plusieurs rapports. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur le site d'Europol. Ils sont disponibles, ils sont en accès libre, sur l'IA utilisée par les milieux criminels, sur les large language models aussi, sur cet aspect bien spécifique. Ce qu'on a pu noter, nous, de toute façon, c'est bien sûr, bon, il y avait une application de l'IA, que ce soit en termes de cyberattaque, application en termes de fraude en ligne, application en termes d'abus de mineurs en ligne. À ce sujet, il y a récemment une enquête, une opération qui a été diligentée, l'opération Cumberland, qui portait spécifiquement sur l'usage de l'IA pour créer des contenus pédopornographiques et les diffuser, qui avaient vocation à être diffusés en ligne aux cybercriminels. Donc on arrive vraiment maintenant à des mises en application de l'IA par les groupes criminels. L'autre aspect de l'IA, c'est bien sûr l'utilisation pour développer des compétences criminelles. Un individu qui va vouloir en apprendre plus sur comment opérer des attaques, comment acquérir une expertise dans tel ou tel domaine pour pouvoir procéder, enfin se lancer dans la cybercriminalité. Là, on a commencé à observer l'usage de ce type d'outils, des chats GPT version criminelle sur le dark, où là, qui commence à être utilisé. Il y a quantité d'autres utilisations possibles sur les réseaux sociaux pour être beaucoup plus crédible. Au lieu d'avoir des messages remplis de fautes d'orthographe, vous recevrez des messages qui vont ressembler à quelque chose. Là, il faudra être particulièrement vigilant et vraiment vérifier. Mais voilà, il y a tous ces débuts de mise en application qui ont été observés au niveau d'Europol. En réponse, nous, l'IA, ça reste quand même une opportunité pour les services d'enquête, dans la mesure où, je vais vous donner un exemple concret, l'opération Sky ECC qui a été diligentée maintenant il y a 2 ans, qui visait un moyen de communication chiffrée utilisé par les groupes criminels organisés. L'opération Sky ECC, c'était 1 milliard de messages à traiter. Alors, à Europol, on sait faire de la coordination, il n'y a pas de problème. Seulement, quand vous avez 1 milliard de messages à traiter, vous avez beau avoir 30 enquêteurs dans une salle, vous avez besoin de capacités d'IA pour aider à identifier quel message a trait à une commande de tueur à gages, quel message a trait à une commande de stup, quels sont les messages qui ont trait à de l'achat d'armes de guerre. Donc là, véritablement, on était sur une utilisation de l'IA qui est maintenant incontournable, essentielle pour les forces de l'ordre. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces précisions. Comme on l'a dit, l'IA générative
elle génère des attaques de plus en plus sophistiquées, comme nous l'a indiqué Emmanuel. Et Jean-Baptiste, notamment chez vous, chez SoSafe, avec l'ingénierie sociale qui prend de plus en plus de place, quels sont les signaux faibles que les entreprises doivent vraiment apprendre à détecter, selon vous? Alors, je rebondirai assez naturellement sur ce que nous a partagé Fedra. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Je pense que le point de départ, et je me place côté utilisateur, ça va être tout comportement inhabituel, c'est-à-dire toute chose inhabituelle auquel je suis exposé, qui effectivement n'est pas dans mon quotidien. Typiquement une demande de communication auprès d'une personne à qui je ne parle pas régulièrement, et qui tout d'un coup me demande des informations me concernant mes mots de passe, encore pire, ou des données sensibles que je pourrais avoir. Ça doit être effectivement le point de départ d'une forme de paranoïa, gentille, mais paranoïa quand même, de dire il y a quelque chose qui cloche. Prévenir pour mieux guérir. Voilà, je ne pars pas dans le principe de dire je partage dans la naïveté qu'on peut tous avoir de temps en temps en se disant il a l'air gentil. Mais non, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? Et d'ailleurs, je ne me pose pas qu'à moi la question, je lui pose la question à lui, à savoir, mais quelle est la justification qui fait que là, maintenant, une question de ce type se pose? Maintenant, il faut que ça soit accompagné aussi effectivement d'un environnement d'entreprise qui soit, je dirais, adapté. Par exemple, il faut qu'il y ait une forme de surveillance autour de faux profils qui pourra apparaître, je dirais, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pire dans le cadre de l'entreprise, des profils qu'on ne connaissait pas, qui viennent de nulle part, etc. L'équipe sécurité doit pouvoir identifier ce genre de choses, le flaguer et surtout le faire savoir à tout le monde. De faire savoir qu'il y a un tel profil qui vient d'apparaître. On voit énormément de faux profils sur LinkedIn aujourd'hui. Il y a tellement de personnes à qui on croit parler mais qui ne sont en fait rien, ou des hackers. Donc ça, ce sont des choses importantes. Et puis après, bien évidemment, au-delà de, je dirais, on rentre en contact avec moi et on n'a pas l'habitude, c'est bien évidemment le type d'initiative qu'on nous demande de prendre. Je l'évoquais rapidement autour du mot de passe, mais toute forme de données sensibles que l'on a entre les mains se doit d'être bien évidemment gérée avec toute la vigilance qui va bien. Et attention, la notion de données sensibles, c'est pas uniquement le mot de passe du coffre-fort. Oui, ça peut l'être, mais ça peut être des choses beaucoup plus, je dirais, naturelles et sur lesquelles vous dites, mais a priori, ça n'est pas un sujet, je dois pouvoir partager ça avec quelqu'un qui me pose la question. Eh bien non. Voilà, au-delà de votre nom et de votre prénom, probablement que le reste sont des informations qui doivent rester à votre niveau. Et a de la valeur. Et ça a de la valeur, voilà. Et bien évidemment, le grand sujet dont tout le monde parle, la fraude au président, des demandes de transfert d'argent. Là, j'ai tendance à dire, il va falloir effectivement sortir de l'esprit de se dire, c'est sur les épaules du collaborateur. C'est avant toute chose sur les épaules de l'entreprise de mettre en place des process selon lesquels, quelle que soit la personne concernée, il n'est pas question de pouvoir transférer de l'argent simplement sur la base d'un appel, même si c'est le PDG de l'entreprise. Il faut avoir des protocoles en place qui fassent qu'il y ait une vérification à 2-3 niveaux avant qu'un euro de l'entreprise puisse être transféré à qui que ce soit. Voilà. Et tout ça, tous ces éléments doivent être mis en place et doivent être surveillés. Et puis pour que tout ça marche, il faut apprendre aux gens à détecter les choses. Il faut leur apprendre, la formation sur le RGPD, la gestion de la donnée privée dans l'entreprise, c'est quelque chose qui doit exister. Identifier un deepfake, aujourd'hui, identifier quels sont les signaux dans une image, dans un contenu audio qui pourrait interpeller, et surtout de dire quel est le protocole si tant est que je sois exposé à ça. C'est-à-dire que si je détecte quelque chose de ce type, je m'assois dessus, ou est-ce que je l'envoie auprès d'une équipe qui elle-même pourra consolider les différents signaux et en faire quelque chose pour le compte de l'entreprise. Voilà, donc c'est un tout. Bien sûr. Mais je crois que ces signaux faibles, il faut plus que jamais, bien évidemment, être tous vigilants et effectivement les remonter à qui de droit. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Amine, quant à vous, la cybersécurité, on sait tous que c'est la clé de voûte de ce salon et de nos métiers en général, mais il faut tout d'abord maîtriser les fondamentaux, je dirais. Dans un monde où l'IA complexifie, comme on l'a dit, les attaques, ça peut être aussi une opportunité, mais là on va plus parler des attaques. Comment s'assurer que les bases au sein des entreprises, et notamment les plus démunies, restent solides? Alors, l'IA n'a pas forcément chamboulé le monde de l'informatique, ça reste toujours des applications et des applications à distance. Et donc la base, c'est toujours la même. C'est un réseau informatique, des applications
et des données qui communiquent entre ces applications via ces réseaux. Et du coup, il faudrait commencer par sécuriser les réseaux, les postes, sécuriser les applications, vérifier leur conformité et sécuriser aussi l'échange de data entre ces applications via ces réseaux. Donc les fondamentaux restent les mêmes, mais aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit de grands groupes ou de TPE ou de PME, commencent à adopter les applications de LLM, les applications d'IA générative, qui sont principalement des applications de type SaaS. Et avant de les appliquer, avant de les brancher au système d'information local d'un grand groupe ou d'une TPE, etc., il faudrait vérifier pas mal de clauses, vérifier si ça respecte la RGPD, si ça respecte la protection des données, si ça respecte un certain type d'authentification multifacteur ou autre, etc. Donc les fondamentaux restent les mêmes. Et on assiste plutôt à une accélération de l'adoption des applications de type SaaS. Et donc, le rôle de DPO ou de RSSI devient vraiment un rôle principal et devient aussi, je dirais, vu le nombre de sollicitations, parfois un goulot d'étranglement pour faire avancer les différentes initiatives. Voilà. C'est parfois difficile pour le RSSI de pousser certaines mises en place de réglementation en interne. Exactement. On va passer au sujet qui est le sujet du moment, c'est les différentes réglementations qui ont vu le jour en Europe. Je tiens à féliciter nos amis belges pour la transposition du NIS 2. Mais pour autant, il y a eu pas mal. Il y a les AI Act, le Cyber Security Resilience Act et le NIS 2 notamment. Et pour vous, Amine, les petites entreprises et les administrations territoriales se conforment à des réglementations de plus en plus nombreuses, malgré leur taille, malgré leurs difficultés déjà sur le plan de la cybersécurité. Comment éviter que cela devienne une contrainte lourde plutôt qu'un levier de protection ? En fait, ce qu'il faudrait, c'est prendre un peu ces directives comme plutôt un cadre structurant qui va définir les politiques et le chemin vers la perfection va être un peu lent et ça va se faire en étapes, avec quelques étapes. Et d'ailleurs, c'est un peu la logique. On a commencé par le NIS, après NIS 2, après le Resilience Act pour tout ce qui est produits IoT et autres, etc. Donc même dans la mise en place de ces directives, ça a été fait par étapes. Je crois aussi que l'implémentation ou la mise en place des actions qui vont permettre d'être en conformité avec ces règlements doit aussi se faire petit à petit en étapes dans les PME. Voilà. La marche, elle est grande et il faut aller étape par étape. Donc c'est quelque part plutôt une conduite de changement à mener. Oui, progressive. Exactement. Bien sûr. Jean-Baptiste, le RGPD, le Cyber Resilience Act, le NIS 2, impose des nouvelles obligations aux entreprises en matière de cybersécurité et gestion des risques humains. Comment cela impacte-t-il réellement la manière dont les organisations doivent sensibiliser leurs collaborateurs sur le terrain ? Est-ce qu'il y a un moyen particulier d'ailleurs ? Oui, alors d'une part, je pense qu'il faut rappeler ce que ces réglementations nous permettent de faire. Je crois qu'Amine l'a dit justement, ça crée un cadre dans lequel les entreprises vont devoir effectivement mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives. Et j'aimerais y voir plus une opportunité qu'une contrainte. Et c'est d'autant plus vrai que c'est vrai quand on reste dans notre environnement européen, on a toujours l'impression qu'on a de plus en plus de contraintes et que ça ne crée pas d'opportunités. Et quand vous revenez de l'étranger, je reviens d'Australie en l'occurrence, et qu'on parle du RGPD, tout le monde nous jalouse en se disant il y a rien de plus, je dirais, structurant que ce que vous avez mis en Europe, et on aimerait avoir la même chose parce qu'on ne sait pas comment faire pour gérer notre donnée privée. Donc tout ça pour dire que oui, il faut y voir une opportunité. Maintenant, en termes de sensibilisation des collaborateurs, la bonne nouvelle, c'est que dans chacune de ces réglementations, il est imposé aujourd'hui de devoir effectivement expliquer aux collaborateurs ce qu'est la gestion d'une donnée privée, quand on parle du RGPD, ce que vont être les différents dispositifs mis en place autour de NIS 2 et quel va être le protocole effectivement de gestion dans le cadre d'un cyberincident. Voilà, donc il y a cette forme d'éducation des personnes, il y a cette forme aussi de responsabilisation de la direction, et ça je pense que c'est extrêmement important.
c'est-à-dire de se dire à un moment ou un autre, ce n'est déjà plus sur les épaules du CISO, et tant mieux de prendre toute la responsabilité effectivement d'une cyberattaque. Les dirigeants de l'entreprise sont impliqués, et ça veut dire quoi par voie de conséquence? Des budgets qui se débloquent, comme par hasard. Ça impulse, oui. Des moyens qui sont donnés aux équipes de faire mieux parce qu'il y a une prise de responsabilité globale autour du sujet. Et c'est aussi un levier de communication auprès des collaborateurs. Les collaborateurs se sentent d'autant plus investis d'une mission en rapport avec ça qu'ils ont l'impression que tout le monde y participe, et avant toute chose les dirigeants de l'entreprise. Voilà, donc ce cadre réglementaire pour moi est souci d'opportunité. Et puis il y a aussi une contrainte de rendre compte. Les entreprises doivent rendre compte. S'il y a un incident cyber, elles doivent remonter ça auprès des instances. En France, c'est l'ANSSI, et il y a ses équivalents par ailleurs en Europe. Mais aussi rendre compte sur le fait de dire avez-vous bien formé vos collaborateurs aux différents sujets qui concernent la cybersécurité, les avez-vous bien entraînés autour de tout ça? Donc voilà, tout ça, ce sont pour moi des opportunités. Et puis dernier petit point peut-être, mais ça serait aussi une opportunité en termes de compétitivité des entreprises les unes par rapport aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu entre autres sur NIS 2 autour de la supply chain, et donc il va falloir bien évidemment impliquer les différents fournisseurs de l'entreprise autour du sujet, et comment se différencier d'un concurrent autour de tout ça, c'est d'être d'autant plus conforme à la réglementation. Voilà. Donc je suis un éternel optimiste autour du sujet, peut-être un petit peu trop, mais quand même. Mais vous avez totalement raison. Il faut aller dans une dynamique positive et imaginer ça comme une opportunité. Effectivement, et vous avez bien raison, parce qu'à l'étranger, on nous jalouse au moins toutes ces réglementations, même si ça paraît comme une contrainte, comme vous l'avez dit, mais c'est un véritable atout. Emmanuel, le NIS 2 impose donc des nouvelles obligations, comme on l'a dit, mais aussi des bonnes nouvelles et des leviers de performance en matière de cybersécurité. Ces régulations sont-elles suffisantes, ou faut-il aller encore plus loin pour vous aider, notamment vous en interne à Europol, à traiter les affaires de manière plus efficace? Alors, au sein du centre cybercriminalité, mon équipe est en charge des partenariats avec les entreprises. On est, certes, vu de l'enquêteur, très clairement, l'accès aux données des entreprises est essentiel. Et dans ce domaine, NIS 2 présente certaines opportunités. Je pense plus spécifiquement à l'article 28 sur les données WIS des noms de domaine, où là, très clairement, la directive va dans le bon sens, à condition toutefois que les transpositions au niveau national soient faites de manière solide aussi. Il y a toujours un risque parfois, si la transposition s'écarte un peu, c'est une directive, ce n'est pas un règlement. Donc si jamais il y a une interprétation qui est spécifique dans un pays et que le texte est un peu moins mis en œuvre pour des raisons d'approche différentes, on risque de perdre de la force. On n'est pas, en tant qu'enquêteur law enforcement, certes, on agit selon des cadres juridiques, selon des règlements, selon la loi. C'est la base, c'est le principe. On n'est pas non plus réfractaire à de la flexibilité. La problématique qui se pose pour nous est qu'avec certaines entreprises, ça se passe très bien. Il y a vraiment une super dynamique. Avec d'autres acteurs privés, ça pourrait être un peu plus compliqué. D'où, parfois, un recours à des approches un peu plus réglementaires peuvent être nécessaires, toujours pour avoir l'accès légitime à la donnée. L'autre point qui, dans la directive NIS 2, nous impacte très clairement en tant que service d'enquête, c'est bien entendu le signalement des attaques. Alors, la directive NIS 2 va dans le bon sens, on progresse. Toutefois, c'est un effort qui doit aussi être poursuivi, très clairement. Il y a des efforts de signalement des attaques avec les acteurs, les autorités de cybersécurité. En tant que service d'enquête, plus nous sommes dans la boucle, au stade initial de l'attaque, plus on sera en capacité d'identifier les attaquants. Je tiens ici à partager un point, c'est que les enquêtes, ça marche. On peut identifier les attaquants. Ça nécessite beaucoup de moyens, ça nécessite aussi de connaître un maximum de cas, parce que dans un cas, on n'aura pas toutes les informations, mais si on a les informations restantes dans un autre cas opérationnel, on fera le lien, on fera le recoupement, et finalement, on pourra progresser pour identifier les attaquants, les infrastructures criminelles, et c'est vraiment la base de toute stratégie en cybercriminalité. Merci beaucoup. Phaedra, on ne va pas parler du NIS 2, même si vous pouvez nous en toucher quelques mots.
Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait en Belgique, vous pourrez nous en toucher quelques mots, mais je voudrais surtout vous poser la question par rapport à l'AI Act. Est-ce que selon vous, il néglige la cybersécurité ? Et c'est pas fini. Il y a une autre question qui se défie derrière la première. Et en quoi une meilleure intégration de ces enjeux dans la régulation pourrait-elle améliorer réellement la résilience humaine dont on parle tellement ? Alors, est-ce que les AI Act négligent la cybersécurité ? Non, du tout, en fait. Mais il se peut que certaines organisations ou certains États membres n'aient pas totalement perçu justement l'aspect cybersécurité dans les AI Act. Nous, par exemple, on voit au niveau... Il y a certains États membres, en fait, qui sont en train actuellement de travailler sur l'implémentation de l'AI Act. Et nous, par exemple, en Belgique, au début des discussions pour tout ce qui concernait la gouvernance et ce genre de choses-là, on avait un tout petit peu, à peine, oublié le rôle du CCB dans cette histoire. Ça a été très vite corrigé. Hein, donc voilà. Donc maintenant, évidemment, le CCB participe comme il se doit au niveau de l'AI Act. Mais je pense que vraiment, l'AI Act en tant que tel, je veux dire, est justement très sérieux sur les aspects de la cybersécurité. Par exemple, l'AI Act vraiment estime que les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, donc c'est-à-dire ceux qui pourraient avoir un risque sur la sécurité, sur la santé, ce genre de choses-là, doivent vraiment, dès la conception, être cybersécurisés. Hein, donc c'est quand même déjà un message qui est très très fort. Ils estiment aussi que les applications d'intelligence artificielle tombent aussi sous l'application du Cyber Resilience Act, parce que oui, un système d'intelligence artificielle, c'est un software. Voilà, donc fatalement, il y a ce lien qui se fait. Il est aussi stipulé dans l'AI Act que tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont certifiés en vertu de la loi sur la cybersécurité, enfin du CSA, du Cyber Security Act, sont présumés conformes à l'AI Act. Donc il y a aussi tout ce lien en fait entre toutes ces réglementations qui se fait et qui ne sont pas toujours perçues, je pense, par les organisations et par les États membres. Et c'est notre rôle, à nous en tant qu'agence de cybersécurité, de mettre en évidence ces liens-là. Il est mis aussi que on doit vraiment tester la cybersécurité des systèmes d'intelligence artificielle, qu'il faut une transparence suffisante, qu'il faut aussi des compétences suffisantes en matière de cybersécurité pour les développeurs de solutions d'intelligence artificielle. Et de manière plus précise, en fait, ce qu'il est indiqué aussi, c'est que, en fait, lorsqu'on met en production un système d'intelligence artificielle, il faut une véritable analyse de risque. Et ça, c'est fondamental. Et quand on parle d'analyse de risque, c'est aussi une analyse de risque en matière de sécurité de l'information. On parle très clairement aussi de sécurité dès la conception pour les systèmes des AI Act. La documentation technique doit être aussi mise à disposition, la gouvernance des données, et on sait qu'en matière d'intelligence artificielle, on parle effectivement de problématiques de cybersécurité, mais c'est aussi essentiellement une problématique de gouvernance de données, en fait. Hein, donc voilà. Il faut aussi parler de résilience, justement, au niveau technique, mais au niveau des données et au niveau des modèles de données qui sont utilisés pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et il est indiqué aussi, et j'aurais dû aussi peut-être le rajouter lors de ma précédente intervention, la surveillance humaine est fondamentale. C'est là où j'allais en venir. La résilience humaine, du coup. L'intelligence artificielle, c'est fantastique, ça va tous nous sauver, ou presque, à un ou deux détails près, mais quoi qu'il en soit, ça doit rester avec une supervision humaine. Complètement. Voilà. Merci beaucoup, Phedra. Mais on va continuer avec vous, avec ce facteur humain et cette sensibilisation. Le maintien de la formation des équipes est absolument indispensable et essentiel, mais parfois négligé malheureusement dans certaines entreprises. C'est pour ça que SoSafe est là. Quels seraient selon vous les axes prioritaires pour mieux intégrer la cybersécurité dès la conception des outils numériques, même si vous nous en avez touché 2 mots tout à l'heure? Alors justement, comme je disais, en fait, un système d'intelligence artificielle, c'est un système informatique. Donc ça veut dire qu'effectivement, le security by design et la prise en compte justement de la sécurisation dès le développement de l'application d'intelligence artificielle est fondamentale. Et donc effectivement, tout comme n'importe quelle autre application, au détail près de nouveau, je veux dire, ce sont des systèmes qui peuvent être vulnérables, qui peuvent être soumis à des attaques. Et donc il faut vraiment s'appuyer sur des bonnes pratiques. Par exemple, effectivement, comme je disais, tout ce qui est DevSecOps autour des intelligences, du développement des
des applications d'intelligence artificielle, c'est fondamental. Au niveau du déploiement aussi, au niveau de la gestion des incidents, au niveau de la gestion des vulnérabilités, c'est le genre de choses qui est vraiment absolument fondamental. À côté de ça, il faut aussi être très sensible à la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle. Un système d'intelligence artificielle, c'est lié à d'autres éléments, c'est effectivement d'autres éléments donc, qui en font partie, une infrastructure, un hébergement et ce genre de choses-là. Donc, ce qu'il faut faire avec justement son système d'intelligence artificielle, c'est former les développeurs à cet aspect sécurité. Et comme je disais, parfois, c'est un peu tendance à être négligé, mais pas simplement pour l'intelligence artificielle, en fait. Et en plus, pour le moment, l'intelligence artificielle, c'est le hype total. C'est le sujet du moment, effectivement. C'est ça, on développe, effectivement, pour sauver la vie des gens, comme on disait. Mais parfois, on néglige peut-être justement un tout petit peu cet aspect sécurité. Donc, il faut effectivement qu'on fasse une analyse de risque, qu'on voit aussi si on utilise l'intelligence artificielle à bon escient, et pas pour n'importe quoi, ça c'est super important. Il faut aussi faire la cartographie donc, de la chaîne d'approvisionnement de l'application en intelligence artificielle, de ses composants informatiques, de son infrastructure, de l'ensemble des données et ce genre de choses-là. Et il faut aussi suivre les interconnexions pour éviter justement, comme ça arrive souvent dans les attaques cyber, une latéralité en définitive. Donc il faut qu'on soit conscient de tous les systèmes auxquels le système d'intelligence artificielle est lié pour éviter justement cette latéralité au niveau des intelligences artificielles, au niveau des attaques. Il faut aussi surveiller en permanence son système d'intelligence artificielle, faire les mises à jour et ce genre de choses-là, et vraiment mettre en place tout un tas de systèmes qui permettront de le sécuriser comme un autre système informatique en définitive. Merci beaucoup, Phaedra. Emmanuel, chez Europol, vous menez des campagnes de sensibilisation à travers l'Europe et elles sont assez intéressantes. Quelle est la différence entre sensibilisation et prévention dont vous m'avez parlé un petit peu en amont? Et quelle approche privilégiez-vous pour réduire les attaques exploitant le facteur humain? Est-ce qu'on peut d'ailleurs le faire? Alors, en effet, il y a eu une tendance ces dernières années de beaucoup plus considérer une réponse globale à la cybercriminalité en tant qu'enquêteur, en tant que service de police de gendarmerie. Notre but premier est bien sûr d'identifier les attaquants et de les interpeller. Toutefois, l'idée dans cette réponse globale est aussi de développer tout un volet de prévention, de ce qu'on va appeler Offender Prevention, donc pour les anglophones. Il s'agit véritablement ici de cibler les attaquants ou ceux qui seraient tentés de rejoindre le club. On sait qu'il y a une partie, certains jeunes sont parfois un peu border, se cherchent un peu, vont faire un peu commettre quelques petites actions de début. Le but dans cette prévention sera de convaincre ces individus de ne pas aller plus loin et de rester du bon côté de la force, on va appeler ça comme ça, et d'éviter de basculer. Donc ça, on va travailler sur ces first offenders, sur ces jeunes, véritablement, pour éviter qu'ils rejoignent les cohortes de cyberattaquants. Je me permets de vous couper, on a vu la série Adolescence, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui parle d'ailleurs de ces dérives des réseaux sociaux et qui vont malheureusement à commettre des crimes à cause de ça. Donc je pense que c'est intéressant aussi de faire ce parallèle que vous disiez tout à l'heure entre les jeunes qui se laissent des fois emporter entre le virtuel et la réalité. Ils passent à l'acte. Absolument, d'autant plus qu'en cybersécurité, on a besoin d'expertise. Souvent, ces jeunes ont des capacités techniques pour mettre en œuvre des choses intéressantes et travailler, je dirais, dans des filières de cybersécurité. Donc le but est vraiment de les garder de notre côté. Le but aussi de la prévention est de cibler les criminels les plus chevronnés et de leur faire comprendre que de toute façon, tôt ou tard, ils finiront par faire l'erreur et ils seront identifiés et interpellés. Il y a aussi tout cet aspect donc, de réponse globale que l'on va développer. Vous noterez au passage que quand on parle de prévention entre les différentes communautés, law enforcement, cybersécurité, cyberdiplomatie, autres, sous le terme prévention, chacun arrive avec sa propre compréhension. Et c'est un débat véritablement où on doit bien savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on comprend sous l'angle prévention. Est-ce que c'est une prévention sur des individus, sur des structures? Le but est de prévenir
et d'empêcher un développement des attaques, mais parfois les acteurs de sécurité ont eux-mêmes une compréhension diverse du terme. Ce qu'on fera aussi, alors si on parle de sensibilisation, très rapidement, ce sont des campagnes où on va s'adresser cette fois-ci aux victimes, où là, le but est bien sûr de promouvoir des actions, des comportements de cybersécurité pour leur propre protection. Là, on connaît tous cela. Alors, au niveau d'Europol, on développe des campagnes au niveau européen. On s'appuie beaucoup sur les services police-gendarmerie des États membres pour les relayer au niveau national. Et c'est toute une réponse globale qu'on doit apporter avec des moyens limités. Le but, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes pour, je dirais, limiter les risques et éviter un embrasement des attaques. Merci beaucoup. Amine, comment peut-on construire une véritable culture de la cyberculture, plutôt, culture de la cybersécurité, au sein des organisations ou des collectivités territoriales ou même des plus grands groupes, sans que cela repose uniquement sur cette fameuse peur du risque ? Alors, c'est vraiment lié, c'est toujours lié à cette conduite du changement. Donc, il faut commencer par expliquer le pourquoi on le fait. Chez les grands groupes, on a disons, 3 étapes. D'abord, lors de l'embarquement des nouveaux employés. Donc là, il y a la charte informatique, on va expliquer les applications sensibles, les données sensibles, etc. Il y a le mode projet, où à chaque nouvelle initiative, on va faire un passage obligé par le DPO et le RSI pour la partie sécurité by design dès la conception et RGPD dès la conception aussi. Et il y a aussi, je crois que c'est très important, c'est l'intégration, lors de l'intégration de nouveaux fournisseurs chez des grands groupes. Et là, on voit le lien entre les grands groupes et les petits fournisseurs qui, généralement, ne sont pas assez outillés en termes de sécurité informatique ou de sécurité informatique en général et qui peuvent aussi constituer un élément de vulnérabilité pour les grands groupes. Donc, les grands groupes, généralement, ce qu'ils font, c'est ils passent par une évaluation de ces fournisseurs, notamment en termes de sécurité informatique. De leur maturité, oui, en matière de cyber. Oui. Exactement, leur maturité en termes de sécurité cyber, etc., avant de pouvoir les intégrer et avant de pouvoir justement les... Contractualiser avec eux, c'est une valeur ajoutée concrètement. Exactement. Et généralement, les projets qui ont un impact un peu sur, par exemple, les projets d'implémentation de la RGPD ou autre, etc., au sein des grands groupes, ils sont vus un peu comme des projets réglementaires, entre guillemets. Dans le ROI, on n'a pas cette notion de retour sur investissement tout de suite. En fait, quelque part, le ROI, c'est d'éviter d'avoir la pénalité quelque part un jour sur le chiffre d'affaires, etc. Donc, on a du mal à prioriser ce type de projet au sein des grands groupes et pareil au sein des TPE fournisseurs, etc. Le ROI, on a du mal aussi à l'expliquer, sauf si on l'explique par l'intégration par l'impact business, tout simplement, en réalité. On peut l'intégrer avec l'impact business. Exactement. Oui. Exactement. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, Amine. Jean-Baptiste, chez SoSafe, vous misez sur une approche donc comportementale pour sensibiliser. Est-ce que vous avez détecté des biais cognitifs qui rendent les employés vulnérables, certains employés plus vulnérables que d'autres aux attaques, malgré les formations? Et est-ce que l'effet déjà vu multiplie cet effet? Alors c'est un bon point. Et je pense qu'avant toute chose, rappelons ce que sont les biais cognitifs. Je pense que les biais cognitifs, faut garder à l'esprit que ce sont des formes de raccourcis mentaux qui nous amènent à une prise de décision effectivement basée sur des éléments et des choix irrationnels qui malheureusement peuvent représenter un facteur de risque en matière de cybersécurité. Et ce qui est important de rappeler, c'est pas une question d'intelligence, c'est-à-dire que nous sommes tous
je dirais, exposés aux mêmes biais cognitifs et nous sommes tous susceptibles effectivement de tomber dans une prise de décision qui soit inadaptée de par les biais cognitifs. Donc une fois qu'on s'est dit ça, il faut tous être relativement humbles par rapport au sujet, bien manipulés, on peut tous effectivement se tomber dans le panneau, comme on dit, par rapport à ça. Donc pour revenir à la question et parler de cet effet déjà vu, ce qu'on appelle le biais de familiarité, c'est de se dire que voilà, si on est confronté à quelque chose qu'on a déjà vu, eh ben, le raccourci mental amènerait à effectivement se désensibiliser. Alors c'est assez marrant parce qu'on parle beaucoup de sensibilisation, mais là on serait dans une logique de désensibilisation en rapport avec ce à quoi on est déjà confronté et qui nous amènerait éventuellement à prendre une mauvaise décision en rapport avec ça. Ce qui est extrêmement important de se rappeler, c'est que les hackers ne sont pas des grands psychologues très connus dans ce bas monde, mais ce sont des gens qui ont bien évidemment appris les fondamentaux de la psychologie humaine. Et donc, ils les appliquent bien évidemment le mieux possible. D'ailleurs, il n'y a pas que les hackers qui ont fait ça, il y a nos grands acteurs du monde du marketing digital qui ont appris ça très, très tôt. On parle toujours du biais de confirmation aussi, qui était très intéressant. Facebook l'a utilisé très largement, et pourquoi pas Google et pourquoi pas Instagram. C'est aussi ce qui véhicule d'autant mieux les fake news aujourd'hui dans ce bas monde. On vous donne des contenus qui ne font que confirmer l'opinion que vous avez déjà sur quelque chose. Vous avez d'autres biais aussi qui sont très intéressants à garder en tête. Un biais d'autorité, parce qu'effectivement cette information m'est véhiculée via une autorité de l'entreprise. A priori, je dois effectivement aller à l'encontre. Le biais d'urgence, etc., etc. Quand donc ça touche biais... aussi des choses qui sont sensibles, c'est-à-dire, par exemple, quand on reçoit un mail par rapport à ses congés, par rapport à sa paye. Il y a toute forme de manipulation possible, et là encore une fois, c'est l'inhabituel qui doit vous amener à s'interpeller sur le fait de dire mais pourquoi est-ce que ça m'arrive là maintenant et pourquoi. Maintenant, les hackers sont également des gens qui ont très bien compris les moments critiques dans les entreprises. Complètement. Bien évidemment, le clôture d'un exercice comptable amène à avoir un niveau effectivement de charge de travail pour les équipes financières qui fait que c'est le bon moment probablement pour les attaquer. Les fins de trimestre pour les commerciaux par rapport à quelque chose, un événementiel pour le marketing, etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dès lors qu'on a identifié que tout ceci fait partie de notre package humain? C'est bien évidemment former les gens autour de ces différents biais cognitifs, adapter bien évidemment le dispositif, je dirais, de sensibilisation et de formation en rapport avec cela, et puis surtout entraîner les gens autour de cela, et en fonction des réactions et entre guillemets des comportements des gens par rapport aux entraînements, et d'adapter au fur et à mesure et probablement de renforcer, je dirais, certains aspects d'éducation et d'acculturation de certains collaborateurs pour que chacun, en fonction de ses biais cognitifs, en arrive à avoir les bons comportements ou, je dirais, autant que faire se peut, les meilleurs comportements possibles. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite, mais est-ce que vous avez détecté des profils, même si vous dites que... est-ce que vous avez pu détecter des profils plus vulnérables que d'autres, même si on a parlé de décisions, de périodes un peu plus chargées pour, par exemple, certaines équipes, et à ce moment-là, les hackers frappent. Et surtout, est-ce que vous pouvez former tout le monde à reconnaître une attaque de phishing ou une manipulation en ligne? Est-ce que c'est possible, ça? Alors, vaste sujet, mais oui, nous faisons partie de ces gens qui considérons avoir la mission qui est de transformer tout collaborateur d'une entreprise en un pare-feu humain. Bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on veut avoir cette vision parce que cette logique de Human Firewall est vraiment ce qui nous inspire aujourd'hui et ça passe par différentes étapes. Les différentes étapes, c'est, comme le disait tout à l'heure Amine, va falloir déjà donner du contexte à pourquoi est-ce qu'éventuellement il faut investir sur un sujet de ce type. Une fois qu'on a compris l'enjeu qu'il y a autour de cela, il va falloir nous expliquer ce qu'il faut faire. C'est bien évidemment une étape d'éducation qui sera suivie d'une phase d'entraînement. Vous ne serez pas un champion olympique du 100 mètres haie si à un moment ou à un autre vous vous entraînez pas, même si on vous a expliqué comment passer une haie. C'est la même chose en termes de cybersécurité. Il faut s'entraîner encore et encore, comprendre aussi que l'humain a une courbe d'apprentissage. On apprend des choses, mais si on ne les pratique pas, on les oublie. Donc il faut s'entraîner régulièrement. À un rythme donné, le déjà-vu dont on parlait tout à l'heure est quelque chose qu'il faut bien gérer. Si vous faites des campagnes de simulation d'attaque tous les jours, au bout d'un moment, les collaborateurs vont effectivement avoir un effet de rejet ou un effet de déjà-vu qui fait que ça ne sert plus à rien. Il faut trouver la bonne fréquence par rapport à ces éléments. Vous adaptez en fonction des entreprises. Exactement. Et les contextes d'entreprise donnent des choses différentes. Et puis surtout, il faut aller au-delà de demander aux gens de devenir réactifs par rapport à ça. Il faut qu'ils deviennent proactifs. Bien sûr. Et pour qu'ils soient proactifs, il faut
faut leur donner les moyens de l'être. C'est-à-dire des outils qui leur permettent de remonter de l'information. C'est aussi des outils qui leur permettent de communiquer avec l'équipe sécurité en permanence et d'obtenir de leur part la bonne information au bon moment. Et on croit beaucoup effectivement à cet aspect temporalité par rapport à la chose, et ça doit être un support 24/7. Alors aujourd'hui on parlait d'IA, et ben l'IA, bonne nouvelle, nous permet de mettre en place des chatbots qui vont automatiquement, en utilisant les process de l'entreprise, remonter de l'information auprès des collaborateurs en 24/7 dans toutes les langues et leur permettre de dire à n'importe quel moment, voilà, je suis face à tel questionnement par rapport à la cybersécurité, que dois-je faire, monsieur cybersécurité? Et dès lors qu'on met en place ces dispositifs et qu'on, bien évidemment, on investit en termes de communication, on doit pour faire basculer les gens, je dirais, dans une démarche proactive qui va vers cette... Dans le côté clair de la force. Voilà, cette human firewall dont je vous parlais. Mais après, rappelons-nous qu'il y a différents profils dans l'entreprise, il y a différents moments dans la vie de l'entreprise qui font que les gens vont être plus stressés, vont être plus prêts par rapport à ça. Et donc, c'est bien évidemment le dispositif qui s'adapte à la réalité de l'entreprise et à sa culture, et pas l'inverse. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Amine, vous avez mis en place des actions multiples au sein du CITC, ou dans votre carrière d'ailleurs. Hein. Que manque pour vous? Qu'est-ce qui manque pour cette encapacitation des usagers, et notamment dans le secteur des petites entreprises ou des collectivités, face aux cybermenaces? Est-ce qu'il y a des leviers? Ok. Le CITC accompagne les PME, TPE sur 4 thématiques. La première, c'est la sensibilisation, la formation, l'expérimentation pour faire quelques POC et faire des tests, et aussi après la recherche de financement. Et je crois que le nerf de la guerre pour les TPE, PME, ça reste toujours la recherche de financement, oui, financement européen ou ailleurs, etc. Trouver les bons guichets pour justement s'outiller après avec les outils nécessaires qui vont permettre d'implémenter un peu ce qu'il faut pour la partie cybersécurité. Voilà. Ce qui manque vraiment aux TPE, PME, c'est le côté recherche de financement et comment financer ces actions qui n'auront pas forcément un ROI, un ROI court-termiste pour eux. D'accord. Merci beaucoup, Amine. Très intéressant. Fedra, au sein du CCB, vous êtes amené à collaborer avec plusieurs agences européennes, notamment l'ANSSI, avec laquelle vous collaborez étroitement. Comment cette coopération se traduit-elle concrètement? Et en quoi est-elle vraiment indispensable pour notamment lutter ou faire évoluer les choses de manière à l'échelle européenne? Alors, de manière générale, effectivement, on collabore. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi de remercier l'ANSSI, parce que l'ANSSI avait organisé un side event lors de l'AI Summit, justement, pour mettre en place une collaboration entre les différentes agences européennes, mais pas que, sur voir comment, justement, on pouvait ensemble lutter contre les challenges qui étaient causés par l'intelligence artificielle, mais comment est-ce qu'on pouvait travailler ensemble aussi pour pouvoir mettre en avant les opportunités offertes par l'intelligence artificielle. La collaboration avec les autres agences européennes, mais pas que, est fondamentale en matière de cybersécurité, en matière d'intelligence artificielle et en matière d'intelligence artificielle sur la cybersécurité. Ça, c'est très très clair. Par contre, est-ce qu'on doit limiter ça à la collaboration uniquement avec les autres agences nationales? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la cybersécurité, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc au niveau du CCB, on collabore effectivement avec les agences européennes, mais on collabore aussi avec le secteur privé, on collabore aussi avec le secteur académique, justement pour faire en sorte d'augmenter cette fameuse cyber-résilience. Ce n'est que via le biais de la collaboration que ça peut marcher. Donc, par exemple, très rapidement, on a des collaborations avec le secteur privé très claires, justement pour augmenter la cyber-résilience, et avec certaines firmes privées d'intelligence cyber qui, en définitive, nous demandent, par exemple, notre avis pour savoir quels seraient nos besoins pour augmenter la qualité de certains de leurs
produits. On collabore aussi avec des universités, justement en matière d'intelligence artificielle, sur des points très très précis. Et par exemple, pour le moment, on collabore avec le BSI, donc aussi l'agence allemande de cybersécurité, sur des points très spécifiques qui ont un lien avec l'intelligence artificielle. Donc ça peut être effectivement des documents qu'on relit, ça peut être des sujets d'études que je n'évoquerai pas bien évidemment, sur lesquels on travaille ensemble. Donc c'est vraiment très très important. Mais à côté de ça, en matière d'intelligence artificielle, et en matière de cybersécurité, ça va pour les deux, cette collaboration est aussi fondamentale pour l'échange d'informations. En matière de cybersécurité, si on veut augmenter la cyber-résilience, on doit pouvoir échanger l'information avec les autres, en fait, en toute confiance. Si on s'axe spécifiquement sur l'intelligence artificielle, pourquoi est-ce que cette collaboration avec les autres agences est fondamentale? Tout simplement parce que l'intelligence artificielle, c'est une technologie émergente. Donc, on n'a pas encore un recul absolu par rapport à l'impact que toute cette intelligence artificielle pourrait avoir. Donc, il est essentiel qu'on travaille ensemble pour échanger l'information sur les menaces, sur les opportunités, sur les bonnes pratiques aussi, ça c'est fondamental, et voir aussi comme bonne pratique ce qu'on pourrait mettre en place, par exemple, c'est effectivement des standards, des normes de certification et ce genre de choses-là. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental de la collaboration, c'est cet échange avec les autres agences, mais aussi avec le secteur privé et le secteur académique, parce que les agences nationales, elles ont sans doute une expertise en matière d'intelligence artificielle, on en a peu. Et c'est aussi l'avantage de collaborer, par exemple, avec le secteur privé ou le secteur académique, qui, eux, ont vraiment l'expertise technique en la matière. Merci beaucoup, Phèdra. Emmanuel, est-ce que, de votre côté, chez Europol, vous collaborez aussi avec d'autres agences de manière à l'échelle internationale? Et comment arrivez-vous à anticiper, du coup, les futures menaces et ne plus être dans une posture purement réactif face à ces cybercriminels qui s'organisent maintenant comme des véritables entreprises, un véritable business plan bien échafaudé, pardon. Et quelle stratégie mettez-vous en place pour avoir toujours et garder ce coup d'avance? Alors, bien entendu, on développe des coopérations avec des agences internationales. On a une coopération avec ENISA au niveau européen, toutes les grandes agences européennes, CERT-EU, ENISA. Donc on va travailler très étroitement avec elles, avec aussi des acteurs de formation, que ce soit le CEPOL, l'ECTEG, sur la cybercriminalité, pour aider au développement de compétences au sein des services européens. On a des contacts avec Interpol, qui est l'agence de police internationale de coopération. Donc ça fait partie du maillage, très clairement, pour soutenir nos enquêtes. Après, en effet, vous soulevez un point qui est essentiel. Quand on parle de cyberattaque, quand on parle de crimes, on a tous en idée le schéma traditionnel, une victime, une plainte, un enquêteur, une interpellation. En fait, l'idée, dans la réponse qu'on va apporter aux menaces de cybercriminalité, est d'essayer aussi, d'une part, de priver un peu d'oxygène le camp adverse et d'agir proactivement. Alors au niveau d'Europol, personnellement, avant mon affectation à Europol, j'ai travaillé en national, j'étais à la police judiciaire, à l'office central. En national, les collègues sont surchargés, sont énormément de cas opérationnels à traiter, et Europol va venir en soutien, en extension, pour développer, en effet, pour aider nos collègues nationaux à développer des réponses sur le long terme et des réponses proactives. On fournit un pack de soutien à nos collègues. On ne dirige pas les enquêtes, ce n'est pas le mandat d'Europol. Les polices françaises, allemandes, néerlandaises et autres vont venir nous voir, nous dire on a une enquête qui nécessite un soutien supérieur, un soutien extraordinaire. On a besoin de soutien d'Europol. On va fournir du forensique, on va fournir des experts, on va fournir du recoupement de données, des bases de données, on va fournir parfois certaines capacités techniques en déchiffrement, en crypto-monnaie, et ça va donner les grandes enquêtes, les grands succès opérationnels que vous aurez dans les médias, que vous aurez, on communique beaucoup sur le site d'Europol. Alors l'idée est véritablement d'essayer de réduire le temps d'avance du criminel. Comment on fait? Tous les ans, on dégringole des plateformes criminelles, vous pouvez le voir, vous pouvez le consulter, ce qu'on appelle Crime as a Service,
sur le darknet ou ailleurs, on va casser ces outils de capacité pour les cybercriminels. On va aussi chercher à casser les capacités donc, mis à part cet environnement, cet écosystème cybercriminel qu'on va chercher à perturber, on va aussi casser des outils plus spécifiques. Un VPN. Il y a quelques années, on a démantelé VPN Lab, qui était un moyen utilisé par de nombreux groupes criminels organisés. Les capacités de crypto-monnaie utilisées par les criminels, on va aussi s'attaquer à ce type de moyens. Donc l'idée est véritablement toujours d'apporter une réponse globale. Ils vont reconstituer leurs capacités tôt ou tard, mais le temps qu'ils reconstituent, nous, on gagne du temps de notre côté. Donc, c'est une course, véritablement. Ça a été très bien dit par la directrice d'Europol il y a 2 jours. On gagne parfois du terrain. C'est une course permanente. Mais à notre niveau, on développe maintenant des stratégies globales. Stratégies globales qui ont pour conséquence moins d'attaques. Quand vous avez 1000 attaques, ce n'est pas 1000 attaquants derrière, comme tout le monde le sait. C'est quelques groupes qui vont être très actifs, très performants. Si vous prenez Lockbit l'an dernier sur les rançongiciels, c'était un groupe de criminels qui était particulièrement important. Ils étaient combien? Ils étaient 200. Donc on est toujours sur des groupes de gens très spécialisés dans leur nébuleuse criminelle, mais sur des nombres limités. Si on arrive à neutraliser ces individus, on réduira considérablement les menaces et les attaques. Merci beaucoup Emmanuel, merci à tous. Écoutez, cette table ronde très enrichissante et très intéressante touche presque à sa fin. Je voudrais vous donner le micro à vous, dans l'auditoire, pour poser des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, je serai obligée de sortir une nouvelle question dans ma boîte magique. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Ah, voilà. Merci. Pas de questions ? Ah, une question. Est-ce que je vais vous ramener mon micro? Quel service, merci. Je me demandais qu'est-ce qu'on pourrait attendre des pouvoirs publics pour encourager ou développer des projets concrets pour les entreprises par rapport à la résilience au niveau humain. Merci beaucoup. Qui veut répondre à cette question? Je ne vais pas répondre, c'est mon juriste. Et je pense que la question s'adresse effectivement peut-être aux autres. À Amine, peut-être? Oui. Public. En fait, pour moi, je crois qu'il faut, je dirais qu'il ne faut pas être en mode attentiste, attendre des pouvoirs publics, excusez-moi, voilà. Et il faut être plutôt en mode veille par rapport aux appels de projets, que ce soit des appels de projets européens ou autres, voilà, qui permettent justement de financer des expérimentations, des POC, des outillages, par rapport à la mise en place de toutes les actions et politiques pour la cybersécurité. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire un complément de réponse, Jean-Baptiste? Peut-être juste une observation. Je crois que des pouvoirs publics, on peut attendre un effet d'animation autour de toutes les initiatives que l'on a. Enfin, on voit en France un cybermalveillance.gouv. Il faut se féliciter d'une initiative de ce type. Ça a du sens. On parle aussi effectivement pour des PME comment financer les choses. Je crois qu'il faut animer les filières industrielles aussi pour effectivement rentrer dans une forme de coopération dans chacune des industries autour du sujet. Les pouvoirs publics peuvent aider sur des sujets de ce type. Et puis il faut ramener l'éducation autour de la cybersécurité à l'école. Je crois qu'il est essentiel aujourd'hui que nos petits loups puissent apprendre très tôt effectivement ce qu'est un mot de passe, comment gérer ça, ce qu'est une empreinte numérique, etc., etc. Et là, je crois que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer également pour nous aider, nous inciter, nous, professionnels de ce métier, à aller dans les écoles et probablement prendre des initiatives en ce sens. Donc, rôle d'animateur pour moi. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Si il n'y en a pas. Bon, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup à vous pour votre participation et à très bientôt.